Europe Matin et le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, une grève SNCF qui va bloquer la plupart des trains demain. Le mouvement s'annonce massif. La compagnie conseille à ses clients de reporter leurs déplacements. Un cheminot sur 2 s'est déclaré gréviste et plus de 3 conducteurs sur 4. Reportage et infos pratiques dans un instant. Journée mondiale de l'autisme. La France est très en retard pour le dépistage et l'accompagnement. Les besoins sont énormes. 8000 enfants autistes naissent chaque année. Emmanuel Macron avait promis dans sa campagne la scolarisation de tous les enfants autistes. On en est encore très loin. Ce sera l'enquête de 8h avec Virginie Salmen. Et à 8h15, notre invitée Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui va présenter dans quelques jours un nouveau plan pour l'autisme. Dans ce journal, le drame de cet enfant allergique mort après avoir mangé des crêpes à l'école. La maîtresse était pourtant au courant de sa maladie. Sa mère témoigne sur Europe 1, vous l'entendrez. La chute vertigineuse du Bitcoin que Daniel Fortin va nous expliquer. Et la remise à l'eau ce week-end des bateaux dans le golfe du Morbihan. Vous connaissez la formule, quand le train entre en gare, tenez-vous éloigné de la bordure du quai. Eh bien là, mieux vaut s'éloigner des gares tout court. Pour le coup d'envoi du long mouvement de grève qui doit s'étaler jusqu'à fin juin, la SNCF s'attend à une journée morte demain sur son réseau. Très peu de trains prévus en région comme sur les grandes lignes. Il faut dire, Chanel Petit, que 48% des salariés de la compagnie se sont déjà déclarés grévistes et 77% des conducteurs. Oui, à Caen par exemple, même le directeur financier régional sera en grève demain. C'est du jamais vu et une preuve supplémentaire que la communication du gouvernement a froissé tous les cheminots, quel que soit leur métier, estime Alain Bertu, secrétaire général de la CGT Cheminots du Calvados. La mobilisation qui s'annonce sera historique, à la fois dans les personnels d'exécution et notamment aussi les agents d'encadrement qui se sentent particulièrement concernés par cette mauvaise réforme du ferroviaire. Il serait peut-être temps de reparler du fond et d'ouvrir de véritables négociations pour qu'ensemble nous puissions construire le service public du XXIe siècle. On ne fait pas grève pour le plaisir, disent les syndicats. Le gouvernement écoute, mais ne négocie rien, regrette Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminots. On avait décidé quand même de laisser un mois au gouvernement et à la SNCF pour négocier. Ça n'a pas été fait. Manifestement, les relations sociales et la manière de négocier dans ce pays n'évoluent pas. Et clairement, il faut la menace du rapport de force, il faut la menace que les trains ne circulent pas pour qu'enfin, certaines personnes veuillent se mettre autour de la table pour discuter. Et c'est bien cette unité syndicale avec aussi l'UNSA et Sudrail qui promettent de très fortes perturbations, non pas ce soir finalement, mais dès demain matin. Chanel Petit avec Aurélien Fleureau. Oui, trafic normal ou quasi normal ce soir, mais vous êtes nombreux à avoir anticipé, à avoir prévu de rentrer un peu plus tôt de week-end. Reportage Gare Montparnasse à Paris. Martin Fenot. Dans son sac de voyage, des chocolats de Pâques. Amel a écourté son week-end de fête. Cette Bretonne a pris le train pour Paris hier soir afin d'être sûre de pouvoir suivre sa formation professionnelle. J'aurais bien voulu avoir 3 jours de week-end en fait. Je suis attendue sur mon lieu de travail mardi, mais comme il y a des grèves, j'étais obligée de partir dimanche. C'était quand même pour le travail, donc j'étais un petit peu contrainte d'accepter. Dans la famille de Marc, il a aussi fallu adapter le programme. On est de Metz et on voulait aller voir nos enfants à Rennes. Et finalement, du fait des grèves, ne pouvant pas réserver de train, on a complètement changé les plans. On a décidé de se retrouver à Paris. On aurait quand même bien aimé rester beaucoup plus longtemps ensemble, parce que finalement, on a divisé par 2 la durée du week-end. D'autres voyageurs appréhendent les prochains week-ends. Adeline revient de chez ses parents avec une valise pleine de vêtements. J'ai regardé et pour l'instant, le samedi soir, c'est impossible de partir pendant 3 mois. Je peux plus rentrer chez mes parents autant que je veux, si possible. J'ai dû faire un aller-retour express de moins de 24 heures pour les voir. Donc prendre mes affaires d'été y compris. Parce que le mois de juin, c'est quand même loin. J'ai envisagé loin. Elle prévoit aussi de se lever plus tôt demain, craignant des perturbations sur sa ligne de RER pour se rendre au travail. Martin Fenot, et donc trafic très perturbé à partir de demain avec un TGV sur 8 en circulation et un TER ou Transilien sur 5. Mais attention, la plupart de ces trajets régionaux seront assurés non pas par des trains, mais par des autocars de remplacement. La direction de la SNCF a-t-elle tenté de casser la grève avec une prime mensuelle de 150 € pour inciter les cadres à conduire les trains? Démenti de la direction hier soir avec le numéro 2 du groupe, Mathias Vichra. C'est un projet prévu depuis plus d'1 an qui n'a rien à voir avec la grève. Donc c'est faux de dire que c'est dans le cadre de la grève que cette prime a été mise en place, et elle consiste en fait à pouvoir mobiliser des cadres en cas de situation perturbée, des cas de neige, etc. Et par ailleurs, il faut savoir que même un cadre gréviste, mais qui se mobilise par ailleurs pour d'autres situations perturbées, opérationnelles, etc., toucherait cette prime. Donc il n'y a aucun lien
entre le fait de toucher cette prime et le fait de se mobiliser pendant la grève. Propos recueillis par Pierre Herbulot. À noter qu'à Air France aussi, les jours de grève continuent de faire des petits après une 4e journée d'arrêt de travail demain, puis une 5e samedi. L'intersyndicale d'Air France annonce 2 autres jours de grève, les mardis 10 et mercredi 11 avril, dans la foulée des 2 nouvelles journées des cheminots, les 8 et 9. Pour le pouvoir, c'est une épreuve inédite qui commence. Le gouvernement espère jouer l'opinion publique contre les grévistes, mais pour l'instant, pas de message particulier du président Emmanuel Macron qui a passé le week-end au Touquet, William Galibert. Dernière balle avant la grève, c'est en short et avant une partie de tennis qu'on a aperçu Emmanuel Macron samedi, puis bain de foule hier, toujours au Touquet pour un week-end de Pâques en famille. S'il avait voulu se montrer sans pression avant son match face à la rue, le chef de l'État ne s'y serait pas pris autrement. Derrière lui, l'exécutif à l'unisson a choisi de mettre les cheminots face à leurs responsabilités. Les Français n'ont pas envie de subir 3 mois de galère que rien ne justifie, lance Elisabeth Borne, la ministre des Transports. L'opinion est avec nous, pas avec les cheminots, abonde l'un de ses collègues du gouvernement, convaincu que le mouvement à rallonge finira bien par se retourner contre ses meneurs. La crainte de l'exécutif, c'est la convergence des luttes, c'est de voir Air France, les universités, les EHPAD, d'autres encore entrer dans la danse, comme un air des grandes grèves de 1995. Un ami du président coupe court à ce scénario. Les temps ont changé, dit-il, le système est à bout de souffle. Cette fois, les Français veulent la réforme. Et William Galibert du service politique d'Europe 1. Europe 1, il est 8h06. Un oubli, une négligence, un moment d'inattention, on ne sait pas encore très bien, mais un petit garçon de 6 ans en est mort. Il était allergique aux produits lactés, d'après sa mère. Tout le monde le savait à l'école, et pourtant, on l'a laissé manger des crêpes. La maîtresse, la directrice, tout le monde était au courant. Même les parents d'élèves étaient au courant que mon fils était allergique au lait. Chaque anniversaire, dans chaque classe, à chaque fois, mon fils, il n'allait pas, mon fils, je ne l'envoyais pas. De peur que quelqu'un lui donne du lait. Je n'ai même pas inscrit à la cantine. La maîtresse, elle était au courant. Pour vous, est-ce que la maîtresse est responsable de ce qu'il s'est passé? Oui, pour moi, elle est responsable. Parce que mon fils, il n'a pas mangé une crêpe. Il m'a dit qu'il en a mangé 3 ou 4. Elle était au courant, mais elle a donné 3, 4, non. Le protocole, la piqûre qu'il avait. Je suis venue récupérer mon fils à 16h20 comme si de rien n'était. Non, je n'accepte pas ça, moi. L'autopsie a déjà prouvé que mon fils est décédé d'une crise cardiaque. Témoignage recueilli par Mélanie Nunes à Limace, dans le Rhône. Témoignage confirmé par le procureur de Lyon. Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un grand défi français compte tenu du retard de notre pays dans le diagnostic et la prise en charge de cette affection qui n'est plus une maladie rare. Il touche un nouveau-né sur 100 alors que c'était une naissance sur 5000 dans les années 70, mais beaucoup n'étaient pas diagnostiqués. Un nouveau plan autisme doit être dévoilé dans les prochains jours, notamment pour améliorer la scolarisation des enfants. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. D'abord, on se souvient des promesses d'Emmanuel Macron pendant le débat du second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen. Oui, le candidat Macron avait choisi l'autisme comme sujet libre de fin de débat et il avait pris des engagements que les parents d'enfants autistes n'ont pas oubliés, je vous assure. Écoutez. Je créerai les postes et les structures pour que les enfants, en particulier les jeunes autistes, n'aient plus à aller à l'étranger pour pouvoir être en centre lorsqu'ils sont obligés d'être en centre. Ce sera l'une des priorités de mon quinquennat. Emmanuel Macron, donc, il y a presque un an après ses promesses, que s'est-il passé ? Eh bien, un an après, rien n'a changé, mais les familles n'attendaient pas une action immédiate. Les mois qui viennent de s'écouler ont servi à élaborer la stratégie nationale qui va être annoncée cette semaine. Aujourd'hui encore, 70% des enfants autistes ne sont pas scolarisés et ceux qui vont à l'école de leur quartier n'y vont souvent que quelques heures par semaine. Pour ceux qui vont en classe, donc, depuis la rentrée, ils sont peut-être un peu moins sans auxiliaire de vie scolaire. Ça, c'est le ressenti des associations. Disons que le téléphone a moins sonné, mais il n'y a pas de chiffres. Pour les autres, ceux qui sont en institut spécialisé, il n'y a pas encore eu de création de place. D'ailleurs, les familles dont les enfants sont dans des centres à l'étranger, souvent en Belgique, disent avoir perdu confiance dans la prise en charge en France. Il va falloir les convaincre de revenir. Donc c'est maintenant que le changement doit s'opérer pour réparer un retard de 40 ou 50 ans dans la prise en charge de l'autisme. Qu'attendent les parents d'enfants autistes de cette stratégie nationale qui va être annoncée ? Alors à ce stade, il faut être pragmatique pour Estelle Malherbe, la présidente d'Autistes sans frontières. Il faut qu'on ait l'assurance que les enfants qui ont aujourd'hui 2 ans soient diagnostiqués dans l'année qui vient pour pouvoir préparer une rentrée scolaire tout à fait classique dans leur école de quartier, que les enseignants qui vont devoir les accueillir soient prévenus de cet autisme, soient préparés. Il y a des générations que moi j'appelle des générations sacrifiées. Il faut qu'on stoppe l'hémorragie et c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans là, c'est maintenant, c'est en 2018.
Alors, autre exemple de mesure forte attendue, la création d'unités d'enseignement dans les écoles primaires, des salles spécifiques avec éducateurs ou psychologues où les élèves autistes pourraient venir quand ils ont une difficulté en classe, tout en étant scolarisés. Parce que ce que souhaitent avant tout les familles, c'est que leurs enfants fassent partie de la société, qu'ils ne soient pas mis à l'écart et que leurs soins soient correctement pris en charge. Les parents qui consultent eux-mêmes les spécialistes nécessaires dépensent jusqu'à 3 000 € par mois, non remboursés par la Sécurité sociale. Enquête du 8h signée Virginie Salmen et la secrétaire d'État Sophie Cluzel sera notre invitée tout à l'heure à 8h15. À l'étranger, Israël rejette les appels à une enquête indépendante après la mort de 16 Palestiniens vendredi à la frontière avec la bande de Gaza. L'ONU, l'Europe et les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent notamment l'usage de balles réelles par l'armée israélienne sur des manifestants qui ne représentaient aucun danger immédiat. La Chine réplique aux décisions de Donald Trump sur l'acier et l'aluminium. Pékin annonce de nouvelles taxes sur 128 produits, des fruits à la viande de porc pour une valeur de 3 milliards de dollars. Plus dure sera la chute du Bitcoin après avoir atteint des valorisations stratosphériques en 2017, alimentant une folle spéculation. La monnaie virtuelle subit un véritable effondrement depuis le début de l'année, Daniel Fortin. Oui, elle est passée un court instant sous la barre des 7 000 $ au début du week-end. On est très loin des 20 000 $ qu'elle avait atteint à son plus haut l'an dernier. C'était l'époque, rappelez-vous, où la valeur de la crypto-monnaie doublait quasiment chaque mois, provoquant un véritable engouement auprès des investisseurs, y compris les particuliers et notamment les jeunes. Eh bien, c'est fini. Rien ne va plus pour le Bitcoin qui a perdu 50% de sa valeur depuis le 1er janvier dernier. Mais pourquoi cet effondrement et surtout est-il durable ? Alors, ce qui se passe, c'est un peu la revanche de l'économie réelle. Partout dans le monde, les institutions financières et bancaires ont pris peur devant ce mouvement irrationnel qui risquait de déstabiliser des millions d'épargnants. Les gendarmes de la bourse ont menacé de sanctions les plateformes d'échange. Même les réseaux sociaux ont décidé d'interdire toute publicité pour les crypto-monnaies. Et on a vu récemment la Banque centrale chinoise décréter comme prioritaire la lutte contre les monnaies virtuelles. Il y a donc un véritable retour de balancier qui risque de faire chuter encore davantage le Bitcoin dans les mois à venir, du moins tant que son environnement juridique ne sera pas stabilisé. Daniel Fortin des Échos, merci. L'hiver est fini, il est temps de remettre les bateaux à l'eau. C'est le premier long week-end de l'année, l'occasion de sortir son bateau pour l'été. Pierre-Baptiste Vanzini s'est rendu à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Pour préparer la belle saison, c'est maintenant ou jamais. Guénaël a beaucoup de travail sur son joli voilier de 27 ans d'âge avant d'aller affronter l'océan. Remater déjà, avec des nouveaux haubans, pour que ce soit bien costaud. Et puis sinon, toute la préparation classique, avoir des voiles en bon état, un moteur qui tourne, vérifier que tout marche bien, quoi. Il y a toujours du boulot sur un bateau, surtout quand il n'est pas neuf. Cette année pour lui, c'est particulier. En vue, un grand voyage, la Trinité, les Açores, en ligne droite. J'ai déjà fait des grandes distances, mais pas comme celle-là d'un coup. Là, je vais y aller en direct, sans escale. Donc, moi, ça me plaît bien. Moi, j'aime bien quand on est loin des côtes, quand il n'y a plus rien. Enfin, quand il n'y a plus rien. Quand on est peinard. Et ce sera un voyage en solitaire, parce que cette envie d'être peinard, ce n'est pas vraiment la tasse de thé de Kitry, son épouse. Plus de 3 jours sans voir la terre, moi je pète un câble, donc non. Non, je ne pars pas. Mais lui, il adore, donc il part. Normal. Là, je viens donner un coup de main parce que c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire tout seul. Puis bon, c'est un moment où on est ensemble, c'est pas mal non plus. C'est vrai que le solitaire, c'est séduisant pour certains, mais quand il s'agit de remettre un mât en place, à deux, c'est toujours mieux. La Trinité-sur-Mer, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1.